La zone 51 est une base souterraine top secrète de l'US Air Force, en plein désert aride du Nevada. Elle existe depuis la guerre froide, bien que la CIA n'ait officiellement reconnu son existence qu'en 2013. Le public est convaincu que des technologies extraterrestres, voire des extraterrestres eux-mêmes, y sont étudiées. Vérité ou mythe? Les passionnés d'OVNI et les théoriciens du complot sont si déterminés à découvrir la vérité qu'ils ont récemment tenté de prendre d'assaut la zone 51. Penchons-nous sur cette histoire. D'abord, les faits. La zone 51 est bien située dans le vaste complexe de la base aérienne de Nellis, qui appartient à l'US Air Force. La base elle-même ne se trouve qu'à 13 km de Las Vegas. Mais le polygone militaire est immense. Il couvre 18 000 km². À titre de comparaison, c'est plus grand que la Belgique. Sur ces 18 000 km², 13 000 sont une zone d'exclusion où les avions civils n'ont pas le droit de voler. Le site web de la base de Nellis déclare fièrement qu'il s'agit du plus grand terrain d'entraînement militaire au monde. Et c'est logique, s'entraîner à bombarder un désert est pratique car il n'y a rien. D'un autre côté, les amateurs d'OVNI sont convaincus que ce n'est pas si simple. Quel meilleur endroit pour cacher des débris de soucoupes volantes qu'au milieu du Nevada désertique? L'histoire de la base commence en 1954, lorsque le président Dwight Eisenhower ordonne de chercher un lieu pour tester de nouveaux avions, un endroit à l'abri des regards indiscrets et des espions soviétiques. Les experts choisissent la zone autour du lac Groom, dans le Nevada. Avant la guerre, ces terres appartenaient à une famille de fermiers locaux. Leur histoire est curieuse. Leur terrain contenait des gisements d'argent, de plomb et même des traces d'or. Ainsi, lorsque le gouvernement a proposé de le racheter pour 5 millions de dollars, les propriétaires ont tenu bon et en ont exigé 40 millions. Finalement, le terrain a simplement été saisi et la famille a reçu 1 million de dollars en compensation. Pendant un temps, la future zone 51 a fonctionné comme une base aérienne ordinaire. Enfin, pas tout à fait ordinaire. Elle servait de support aux avions effectuant des vols de test pour des missions de bombardement atomique. Plus tard, cet emplacement idéalement secret est devenu un terrain d'essai pour des avions de reconnaissance de pointe. C'est là que le célèbre avion espion U-2 a été testé. Développé par Lockheed Martin, l'U-2 était conçu pour parcourir de longues distances à des altitudes hors de portée des radars, tout en transportant du matériel pour photographier des sites secrets en Union soviétique. C'est le même type d'U-2 que pilotait l'américain Gary Powers, abattu au-dessus de Sverdlovsk, puis échangé contre le célèbre espion soviétique Rudolf Abel. Bref, les avions de reconnaissance étaient une priorité stratégique. Le secret entourant les tests de l'U-2 était si intense que, selon certaines sources, l'avion était livré en pièces détachées à la zone 51 pour que les espions ne puissent pas l'identifier et n'était assemblé que sur place. La zone 51 est ensuite devenue le site d'essai du Lockheed SR-71 et d'autres appareils similaires. À peu près à la même époque, les premiers signalements d'objets volants non identifiés ont commencé à apparaître. En 1959, un journal de Reno, au nord de la zone 51, rapporta que des habitants avaient vu à plusieurs reprises un objet vert brillant dans le ciel, volant bien plus vite que n'importe quel avion et suivant des trajectoires étranges. Comment la CIA a-t-elle réagi? Naturellement, elle a encouragé ces histoires, ou peut-être même les a lancées. Toutes les rumeurs sur des objets volants inhabituels pouvaient désormais être attribuées à l'imagination débordante des amateurs d'OVNI. Fait intéressant, pendant toute la guerre froide, des avions soviétiques capturés étaient amenés à la zone 51 pour y être étudiés et testés. Par exemple, en 1968, 2 MiG-17 se sont retrouvés sur la base. Leur pilote syrien s'était domo perdu lors d'un vol d'entraînement et avait atterri en territoire israélien. Israël a remis les avions aux États-Unis. C'était aussi une opération stratégique. Pendant la course à l'armement, les espions de tous les pays cherchaient à obtenir des informations sur la conception, les capacités et les faiblesses du matériel ennemi.
L'endroit était si secret qu'on ne pouvait vraiment l'observer que depuis l'espace. Cela a failli changer en 1974, lorsque l'équipage de la station spatiale Skylab a accidentellement photographié la zone près du lac Groom. S'en est suivi un échange houleux entre la NASA et la CIA. Mais il était trop tard. L'image avait déjà été publiée avec les autres photos de la mission dans le rapport officiel. La zone 51 était si secrète que même la NASA ignorait qu'elle était classifiée. Le niveau de secret était tel que les responsables de la CIA ne pouvaient pas expliquer clairement aux astronautes pourquoi ils n'avaient pas le droit de photographier la zone. Finalement, tout le monde s'est calmé en réalisant que l'Union soviétique avait aussi des satellites et qu'il était donc trop tard pour s'inquiéter. Pendant la guerre froide, les passionnés d'OVNI n'accusaient pas encore le gouvernement de cacher des extraterrestres dans la zone 51, parce qu'ils ne connaissaient même pas son existence. Ce n'est qu'en 1989 que Bob Lazar, un physicien qui prétendait avoir travaillé sur un site nommé S4 dans le complexe, a accordé une interview à la chaîne de télévision de Las Vegas KLAS TV. Lazar affirmait y avoir été transféré depuis le laboratoire de Los Alamos, qui est un centre de développement d'armes nucléaires. À son nouveau poste, Lazar dirigeait l'une des divisions. Il a raconté aux téléspectateurs que ses responsabilités incluaient l'étude des technologies extraterrestres et leur application dans l'industrie militaire. Naturellement, le public était sous le choc. L'interview avait été organisée par John Lear, fils du magnate de l'aviation Bill Lear, fondateur de Learjet. John Lear était lui-même pilote et a effectué des missions pour la CIA de 1967 à 1980, notamment pendant la guerre du Vietnam. En 1987, Lear écrivit sur l'un des premiers forums Internet que le gouvernement collaborait depuis longtemps avec des extraterrestres, allant même jusqu'à produire des films hollywoodiens comme Rencontre du troisième type et UT pour distiller subtilement la vérité. Encouragé par Lear, le scientifique secret, Bob Lazar, a révélé aux habitants et visiteurs de Las Vegas que la zone 51 abritait un immense complexe, en partie souterrain. Là, des vaisseaux spatiaux extraterrestres étaient démantelés. Des appareils basés sur leur technologie étaient développés et ces technologies étaient testées. Mais ça n'allait pas s'arrêter là. Les révélations de Lazar portaient un message nettement pacifiste. Lazar insistait sur le fait que les technologies extraterrestres suffiraient à créer un paradis sur Terre pour toute l'humanité, mais que l'armée américaine refusait de les partager, les utilisant à ses propres fins. Parmi les technologies mentionnées, il y avait un système de propulsion capable de déformer l'espace, alimenté par un élément au numéro atomique 115. À l'époque, cet élément n'avait pas encore été découvert. Il n'a été synthétisé qu'en 2003 à l'Institut unifié de recherche nucléaire de Doubna et a été nommé Moscovium. Selon Lazar, la zone 51 abritait pas moins de 9 soucoupes volantes. Toutes étaient petites et conçues pour de petits extraterrestres gris. Lazar a affirmé avoir vu une fois des gens en blouse blanche communiquer avec une de ces créatures. En raison de leur petite taille, ces extraterrestres étaient surnommés les gamins par le personnel. Les extraterrestres, dont la technologie était étudiée à la zone 51, selon Lazar, venaient du système stellaire Zeta Reticuli. Ce nom était déjà familier des amateurs d'OVNI bien avant les affirmations de Lazar. Il est délié à l'un des cas présumés d'enlèvement par des extraterrestres les plus célèbres. En 1961, le couple Hill a demandé l'aide de spécialistes affirmant avoir été emmené à bord d'une soucoupe volante par des êtres en costume noir. Après cela, le couple a subi une perte de mémoire partielle, et tous deux ont donc suivi une hypnose régressive. Sous hypnose, les Hill se sont souvenus de détails de leur voyage, y compris une carte stellaire que leur avaient montrée les extraterrestres. Comme aucun des deux époux n'était calé en astronomie et pouvait à peine situer son propre soleil, ils n'ont pu reproduire la carte que dans les grandes lignes. Plus tard, un astronome amateur a déterminé que leur description
ressemblait à la constellation de Zeta Reticuli. Des recherches ultérieures ont révélé que le système contient bien des planètes qui pourraient théoriquement abriter la vie. Zeta Reticuli est également bien connu des fans de science-fiction comme étant le décor de la franchise Alien. Cependant, l'interview extraordinaire de Bob Lazar a été presque immédiatement accueillie avec scepticisme. Premièrement, il n'y a aucune preuve solide que Lazar ait jamais travaillé à Los Alamos, et les universités qu'il prétendait avoir fréquentées n'avaient aucune trace de son passage. En 1990, Lazar a été arrêté pour proxénétisme et en 2006, il a fait l'objet d'une enquête pour transport de produits chimiques illégaux, probablement des précurseurs pour la fabrication de drogue. Mais l'histoire était déjà lancée. Depuis lors, la zone 51 n'a cessé d'attirer l'attention des passionnés d'ovnis et des complotistes, donnant naissance à de nombreux mythes. Parmi eux, on prétend que le site abrite des réunions secrètes des Illuminati, des discussions entre extraterrestres et autorités américaines, ou le développement d'armes de contrôle climatique. Une affirmation particulièrement étrange concerne une piste du Cheshire, une piste d'atterrissage cachée qui ne deviendrait visible que si on l'arrose d'eau et disparaîtrait en séchant, comme le sourire du fameux chat d'Alice au pays des merveilles. Certains experts affirment que le gouvernement américain mène des expériences de distorsion de l'espace-temps dans la zone 51. Le site a accumulé un nombre incroyable de références dans la pop culture et est mentionné encore plus fréquemment que le célèbre incident de Roswell, cette légende urbaine selon laquelle une soucoupe volante se serait écrasée au Nouveau-Mexique en 1947. Autour de la zone 51, à ses frontières bien sûr, pas à l'intérieur, toute une industrie du tourisme ovni s'est développée avec des hôtels, des musées et des restaurants à thème. Des conventions annuelles d'ufologie y sont organisées, ainsi que des excursions pour observer une éventuelle activité d'ovni. En 2011, la journaliste Annie Jacobsen a publié un livre tentant d'enquêter sur le fonctionnement interne de la zone 51. Le livre serait basé sur des entretiens avec des employés de base du site. Une personne anonyme a affirmé que la soucoupe stockée à la zone 51 n'était pas du tout extraterrestre. Elle faisait partie d'un complot impliquant Joseph Mengele, les frères pilotes nazis Reimar et Walter Horten, et Joseph Staline, visant à semer la panique aux États-Unis dans les années 1940. Mengele aurait mené des expériences sur des adolescents orphelins, agrandissant leur tête pour leur donner une apparence d'extraterrestre. Ces enfants auraient ensuite été placés dans des soucoupes volantes nazies pour effrayer les Américains. Le rôle de Staline dans cette histoire n'est pas expliqué, mais cette version prétend qu'une de ces soucoupes s'est écrasée à Roswell en 1947. 5 ans après la publication de son livre, Annie Jacobsen a remporté un prix Pulitzer, mais pour un autre travail. En 2005, des amateurs d'ovnis ont décidé de franchir une étape audacieuse en utilisant la législation américaine. En vertu de la loi sur la liberté de l'information, Freedom of Information Act, tout citoyen peut demander la publication de documents gouvernementaux. Le processus a traîné jusqu'en 2013, date à laquelle le gouvernement a déclassifié une grande partie de ce qui a été mentionné, comme les informations sur les tests d'avions de reconnaissance. Naturellement, les passionnés d'OVNI n'étaient pas satisfaits. Ils ont affirmé qu'en divulguant des informations obsolètes, le gouvernement détournait l'attention des sujets vraiment secrets, comme les soucoupes et les extraterrestres. De nouvelles bizarreries sont régulièrement découvertes autour de la zone 51. L'une des dernières est celle des Camo Dudes. La base n'est doctrinée ni par la police, ni par des militaires, ni par des Marines, ni même par des Men in Black, mais par des individus non identifiés, à l'air sérieux et lourdement armés. Les amateurs d'ovnis les ont surnommés les Camo Dudes, qu'on pourrait traduire par les mecs en treillis. Ces gardes portent des uniformes de camouflage et conduisent en Jeep blanche, sans aucune immatriculation ni insigne. Ils semblent appartenir à une sorte de force de sécurité paramilitaire, mais personne n'a pu déterminer de quelle agence il s'agit. Leur poser directement la question
n'est pas une option. Leur seule réponse est de mettre la main à leurs armes. Le mystère de la zone 51 rend les gens fous. En 2019, un utilisateur des réseaux sociaux nommé Matty Roberts a créé un groupe pour les gens partageant les mêmes idées afin de percer enfin le mystère une bonne fois pour toutes. Le plan était simple: rassembler toute la communauté des amateurs d'ovnis et des complotistes et prendre d'assaut la zone 51. Roberts, le cliché du jeune de 21 ans, fan d'animé et vivant chez ses parents, avait initialement créé le groupe comme une blague visant les conspirationnistes qui attendaient depuis des décennies que la zone 51 révèle ses secrets. Le nom du groupe était Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, ce qui signifie prenons d'assaut la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter. La description de l'événement suggérait de se retrouver devant les clôtures de la zone 51 le 20 septembre 2019. Si on court vite comme Naruto, on pourra esquiver leurs balles. Allons voir ces extraterrestres, écrivait Roberts. Le groupe est devenu viral, et en un jour, 1 million de personnes s'étaient inscrites pour participer. À la date prévue, ce nombre était passé à 3 millions, incitant l'armée à publier des avertissements sur les conséquences potentielles d'une telle tentative. Espérant monétiser le succès de sa blague, Roberts a essayé de transformer l'événement en festival de musique, mais n'a pas réussi à l'organiser. Le jour J, environ 150 personnes se sont présentées aux portes principales de la zone 51, certaines armées, mais elles ont finalement conclu qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour prendre d'assaut une installation militaire.